Comme premier égrégore que rencontre un enfant, la famille restera un lieu de référence très forte. Au lieu d'entrer en guerre contre une famille, ou en l'occurrence un égrégore familial, la personne a plus intérêt à établir une relation juste. Cette série d'entretiens parle de la fréquentation de l'occulte. Et le concept d'égrégore est souvent envisagé sous son seul aspect occulte, en le déconnectant de la réalité humaine qui lui donne source. Nous avons commencé à parler de la notion d'égrégore, que l'on peut rapprocher au sentiment d'appartenance, mais sans application pratique en quelque sorte. Alors aujourd'hui, nous allons parler de cette notion de façon concrète, en parlant de notre appartenance familiale. Quel rapport entretenir avec cet égrégore particulier, qui a priori touche chacun d'entre nous? C'est ce dont nous allons parler. Alors par la suite, on pourra aborder des aspects plus complexes de cette réalité qu'on appelle égrégore, aspects tangibles et aspects occultes. Lorsque nous naissons, c'est dans une famille. L'appartenance à un égrégore familial n'est pas choisie. Elle s'impose d'elle-même. On peut parler d'un égrégore naturel en quelque sorte. Dans une famille, on a des codes qui reviennent dès qu'on se retrouve. Chacun a son rôle, a une fonction qui va évoluer éventuellement. On a des rites, on a des habitudes, mais il y a aussi des non-dits. Il y a des tas de petites choses qui font que cette famille-ci est différente de cette famille-là. Et il se trouve que nous appartenons à cette famille-ci plutôt qu'à cette famille-là. Dans un égrégore familial, dans un ensemble familial, on retrouve les caractéristiques d'un égrégore, on dirait, de base, dont je parlais dans l'entretien précédent. Rappelons-les avant de prendre en compte les particularités de l'égrégore familial. Un égrégore familial est composé de toutes les générations de personnes. Il a ses rituels, donc ses hiérarchies de personnes, ses lieux d'ancrage, ses mythes, son histoire réelle aussi, et ses relations avec d'autres familles ou d'autres contacts avec des multiples communautés, donc aussi d'autres égrégores. Et au fur et à mesure que nous grandissons, nous prenons des distances avec ces rites, avec ces codes, tout en gardant une certaine disposition à nous y reconnecter à cet ensemble et à tout moment de notre vie, même si on prend des distances. Donc, du point de vue d'un égrégore entre guillemets de base, on est dans un paysage assez connu. Si certaines choses dont je parle vous paraissent un peu compliquées, ceci dit, faites-m'en part, soit en commentaire, soit en me joignant directement, qu'on puisse se mettre d'accord. Intéressons-nous maintenant à des aspects qui vont dépasser la personne que nous sommes et qui vont spécifier ce qu'est un égrégore typiquement familial. Un égrégore familial est composé de personnes que l'on connaît souvent directement, mais qui plongent aussi ses racines loin dans le temps, avec des personnes qu'on n'a pas connues, tout en se reconnaissant du même ensemble qu'elles. Et chacun pourra se sentir à la fois unique et relié à un ou plusieurs autres membres du groupe, parfois par le prénom, parfois par des traits physiques, par le caractère, par des aspirations, etc. L'égrégore concerne en fait un ensemble subjectif à la fois de relations et concernant l'héritage. Comme premier égrégore que rencontre un enfant, la famille restera un lieu de référence très forte. Que ce soit une référence positive ou négative, ça nous allons y revenir. Mais à partir de là, plusieurs domaines peuvent s'interpénétrer, qui sont la génétique, la culture familiale, les secrets familiaux ou des liens occultes éventuels. Tout cela concerne l'héritage et les relations, mais pas seulement. L'égrégore familial a d'autant plus d'importance qu'il plonge également son existence dans une mémoire familiale, dont on garde parfois des traces, des souvenirs, et parfois il ne reste que peu de choses. Et lorsque l'on recherche dans son arbre généalogique, on peut trouver plein de choses intéressantes qui peuvent se référer à une forme de continuité, continuité que l'on peut attribuer à cet égrégore familial, par exemple, à condition de ne pas diaboliser ce que l'on peut découvrir. Alors je reviendrai sur ces liens occultes dans un entretien évoquant la psychogénéalogie et les portes occultes qui peuvent rester ouvertes. Ça, c'est un sujet très particulier. Mais la tendance psychologisante mêlée à l'occultisme mal compris peut donner des synthèses vraiment erronées qui vont nous emmener dans des murs. On va tenter d'interpréter ce qui peut ressembler à un legs invisible et silencieux de générations précédentes, des legs qui se révéleraient toxiques, désagréables, honteux, etc. En utilisant la psychologie de manière victimaire dans ce contexte, là on passe à côté vraiment de l'essentiel. Le risque de se poser en victime est de trouver des coupables.
par rapport à une entité qui serait donc maudite, invisible, que serait l'égrégore naturel de la famille, par exemple. Dans ce contexte, on trouve dans la famille un coupable parfait à toutes nos tares ou à tout ce qu'elle a pu porter de désagréable pour nous, dont nous, on serait victime, et pour avoir légué un héritage qui ne nous plaît pas, pour avoir produit des actes ou des non-actes qui traumatisent des générations entières, d'une génération à l'autre, ou pour créer des relations toxiques et récurrentes, etc. Donc cette grille de lecture-là nous amène à se dire qu'il faut vite se faire exorciser de ce démon intergénérationnel ou suivre une thérapie qui va bien, ou que sais-je. Le sujet n'est pas de jeter des cailloux sur des personnes qui nous ont élevés ou côtoyés ou qui nous ont précédés, que ce soit dans notre prime enfance ou bien avant, et le plus souvent, ces personnes nous ont élevés en faisant de leur mieux en tout cas, où il ne s'agit pas de s'en prendre à des ancêtres dont on ne connaîtrait que des défauts, ou dont on raconte des défauts, sans connaître le contexte de ce qui s'est passé réellement. Si on considère la famille comme ayant une projection invisible, qu'on appelle égrégore, il me semble important de garder en tête que l'égrégore familial va tendre à favoriser au moins l'entente cordiale entre les personnes et permettre d'exprimer notre humanité au mieux. Et si un égrégore familial est un peu comme une rivière qui s'écoulerait dans le temps, nous sommes à un lieu précis de son cours, de cette rivière. Peu importe les remous ou la sinuosité de ce qui nous a précédés. L'égrégore, le cours de la rivière, donne un sens positif, il manifeste une direction, quelque chose qui nous porte. Et concrètement, ça peut se traduire comment? Parce que c'est bien joli les métaphores, mais bon. L'égrégore favorise l'expression de notre nature humaine profonde que permet potentiellement une famille. C'est peut-être au sein d'une famille qu'il est possible de présenter ses excuses, par exemple, ou il est possible en retour de pardonner, ou que l'on peut comprendre parfois, sans le dire, les souffrances, les blessures, les limites des autres, et ne pas les en rendre coupables pour autant de leurs limites ou de leurs souffrances. Il peut y avoir dans une famille quelque chose de l'ordre de l'inconditionnel que l'on apprend dès que l'on est enfant, ou que l'on apprend justement à ne pas rencontrer, mais dont on a réellement besoin humainement. Autrement dit, on a reçu quelque chose, même si on se rend compte que ce qu'on a reçu est peu par rapport à ce que l'on aurait pu recevoir. Mais c'est ce que l'on en fait qui désigne qui on est. Il ne s'agit pas de dire que la famille dans laquelle on est né n'est pas digne de nous, voyez. Et gardez en tête qu'aucune famille n'est parfaite. Alors ce que je dis ne cadre pas trop avec le discours ambiant actuel, qui est plutôt hostile à la notion de famille ou donc aux égrégores familiaux. Alors j'insiste sur ce point. Je parlais de généalogie tout de suite. Lorsque l'on prend en compte sa famille actuelle, son ascendance proche et même plus lointaine, et si on parle d'égrégore, on va plutôt chercher en quoi nous sommes concernés, en quoi nous sommes impactés. Alors d'abord, personne ne peut dire pourquoi on est dans telle famille ou dans telle autre, ni pourquoi nous héritons de telle ou telle génétique, ou de telle histoire familiale. On ne sait pas pourquoi. Cependant, l'égrégore peut fournir un contexte, une explication à certaines choses qui peuvent nous concerner, éventuellement. Ces lignées de père, de mère, peuvent nous aider à mieux nous connaître, à mieux comprendre la manière dont nous appréhendons le monde. Et si on observe certains points communs ou certains apports ou événements ponctuels, si je compare l'égrégore à un cours d'eau, par exemple, une rivière ou un fleuve, nous pouvons trouver en soi des bribes de sentiments d'appartenance qui peuvent trouver leur source et ces points communs à plusieurs membres de la famille qui peuvent nous faire dire il s'agit de la même eau, tout simplement. Cela ne nous définit pas totalement, mais voilà, le rôle de la famille est aussi de nous ouvrir à des appartenances plus grandes qu'elle-même. Et c'est son rôle essentiel. Ensuite, nous pouvons apporter notre propre couleur, notre propre eau pour irriguer le monde, pour continuer à filer la métaphore du cours d'eau. Nous n'avons pas à connoter négativement l'apport nourricier d'un égrégore, d'un ensemble. Les personnes qui n'ont pas de famille, qui n'en ont jamais eu, ont une souffrance radicale qu'on ne peut pas imaginer, concevoir lorsque l'on a une famille, même si on y trouve plein de défauts. Alors bien sûr, nous avons des blessures, bien sûr, nous avons des limites, des orientations, des tendances, des défis qui se présentent à nous. Pour autant, nous ne sommes pas dans l'obligation de réparer les blessures ou les obligations de toute une lignée, ni nous n'avons pas à nous soumettre aveuglément à un héritage, si celui-ci ne nous semble pas nous concerner. L'égrégore familial est une sorte de point de repère
par rapport auquel nous sommes libres. Libres de prendre des distances ou précisément de rester accolés à ce point de repère. Alors aucune famille n'est idéale, ni aucune n'est que toxique ou que hostile. C'est ce que je voulais souligner. Les personnes font ce qu'elles peuvent en tout cas, et de leur mieux à leur façon. Et ces efforts humains qui s'effectuent au sein d'une famille alimentent l'égrégore familial. Au lieu d'entrer en guerre contre une famille, ou en l'occurrence un égrégore familial, la personne a plus intérêt à établir une relation juste avec cet égrégore, en se nourrissant de ce que la famille peut apporter. Ça pourrait par exemple prendre appui sur cette capacité de comprendre, au-delà des mots exprimés, les non-dits par exemple. Ce serait aussi utiliser cette possibilité de garder des distances objectives, si on estime ça nécessaire. Et cette compréhension ou cette distance objective vont nourrir l'égrégore. Gardons en tête que l'égrégore n'est qu'une conséquence qui absorbe les réalités des intentions humaines. Donc en faisant ça, vous alimentez de vos intentions, de vos attitudes, l'ensemble subjectif qu'est l'égrégore. Et ce genre d'attitude va vous situer vous-même non pas dans la dialectique de la victime qui va trouver des coupables dont il faut se venger, mais comme une personne qui est responsable et qui pose des actes volontaires et responsables. Au passage, c'est ainsi qu'on garde la réalité objective en ligne de mire. C'est-à-dire, vous êtes de cette famille, que vous le vouliez ou non, mais votre attitude à vous reste saine par rapport à votre économie personnelle, vis-à-vis de cet égrégore que vous continuez d'alimenter. Et c'est ce que j'appelle une relation juste à l'égrégore familial. C'est pourquoi, quelle que soit votre famille d'origine, elle n'est jamais parfaite, mais plutôt qu'une relation de vengeance, de revanche ou de guerre, la personne a tout à gagner, à pardonner, à accepter, assumer et vivre avec ce qui lui a été donné, même si c'est donné avec maladresse. Et cette attitude-là va qualifier la personne bien au-delà des atavismes qu'elle pourra manifester par ailleurs. Après ce tour d'horizon concernant la notion d'égrégore, où on a parlé du sentiment d'appartenance en général, puis de l'égrégore familial en particulier, nous allons entrer dans un discernement plus fin concernant les égrégores particuliers, ceux dont s'occupent souvent les occultismes, à commencer par la création d'égrégores qui est quand même très à la mode. Et petite remarque, au fait pour finir, comme premier égrégore que rencontre un enfant, lorsque la structure naturelle d'une famille est attaquée, ce sera plus souvent au nom d'une idéologie que du simple fait des personnalités d'une famille. Et je reparlerai justement des égrégores idéologiques dans cette même série d'entretiens. Alors à bientôt. Allez, salut.